tous, nous sommes ravis de vous revoir ce mois-ci pour ce nouveau live Facebook appelé Nutrition et Alzheimer. Et aujourd'hui, c'est une première, nous avons des invités pour ce live. Nous avons le professeur Claire Paquet qui est neurologue chercheur à l'hôpital Lariboisière à Paris et qui est notre vice-présidente, la vice-présidente de notre comité scientifique. Et nous avons également le docteur Mathieu Lilamant qui est gériatre à l'hôpital Bichat. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Et nous allons donc parler un peu de tout ce qui est la prévention dans la nutrition, les problèmes de nutrition chez les malades d'Alzheimer et également en fait où en est la recherche, quelles sont les recherches émergentes dans ce domaine. Donc tout d'abord, voilà, on aurait voulu savoir, on a beaucoup de questions de la part des internautes et de notre public sur, par exemple, la prise en charge des facteurs de risque qui pourraient prévenir la maladie d'Alzheimer au niveau de la nutrition. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors oui, c'est vrai qu'on sait depuis un certain nombre d'années que les facteurs de risque cardiovasculaires sont des facteurs de risque de développer une maladie d'Alzheimer de nombreuses années après les avoir acquis. Et la nutrition fait partie intégrante du traitement des facteurs de risque cardiovasculaires. Je pense au diabète, aux problèmes de dyslipidémie, notamment d'hypercholestérolémie, les problèmes d'obésité qui sont aussi complètement traitables par des interventions nutritionnelles. Donc on peut tout à fait imaginer que une nutrition adaptée et ciblant les facteurs de risque cardiovasculaire assez tôt dans la vie va avoir un impact favorable sur le développement plusieurs décennies plus tard d'une maladie d'Alzheimer. Et le deuxième point, c'est qu'on a montré récemment par plusieurs études épidémiologiques, neuropathologiques. Donc neuropathologique, c'est quand on regarde le cerveau, qu'il y avait moins de cas de maladie d'Alzheimer qu'attendu. Ça ne veut pas dire que globalement il y a moins de cas, on a toujours de plus en plus de cas, mais il y a moins de cas qui n'avaient été prévus initialement. Et ça, on pense que c'est dû au bon contrôle des facteurs de risque vasculaire, donc prise en charge de l'hypertension, prise en charge du cholestérol, du diabète et du surpoids. C'est très important, hein, vraiment tout au long de sa vie, de faire attention à ces facteurs de risque. On a également plusieurs personnes qui nous demandent est-ce que l'huile de coco a un avantage, a un effet de prévention sur un développement de maladie d'Alzheimer ? Alors, c'est une très bonne question. On a suivi le buzz médiatique autour de l'huile de coco. On sait que des patients, des familles se posent beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant l'huile de coco ? Parce que ça contient des triglycérides à chaîne moyenne qui pourraient avoir un effet chez l'homme. Ça a été montré chez la souris, même si on peut discuter de la qualité des publications, mais ça pourrait avoir un effet sur l'inflammation cérébrale, ça pourrait avoir un effet spécifique sur l'accumulation de lésions histologiques de maladie d'Alzheimer. Donc le problème, c'est que pour l'instant il est un petit peu tôt pour dire que l'huile de coco c'est un traitement validé de la maladie, mais en tout cas il y a une vraie réflexion derrière, et je pense que c'est un sujet qui est complètement ouvert et que l'avenir proche nous répondra. Rien ne vous empêche d'en prendre, hein. Du coup, voilà, il faudrait quand même avoir un essai clinique, quelque chose qui évalue vraiment les effets scientifiques. On a également parlé du ginkgo biloba, hein, qui est un arbre, voilà, qui est une plante, enfin, qui aurait des vertus préventives contre le développement de la maladie d'Alzheimer. Alors je sais qu'il y a une étude française qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors quels sont les résultats, Mathieu ? Mais en fait, les résultats étaient globalement négatifs. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve scientifique que le ginkgo biloba a une efficacité dans la maladie d'Alzheimer et même au stade plus précoce, hein, au stade de plainte cognitive. On n'a pas vu dans l'étude guidage d'efficacité du ginkgo biloba contre placebo sur l'évolution des symptômes cognitifs. Donc, est-ce qu'il faut tourner la page complètement ? En tout cas, il y a un résultat quand même. Il y a une étude bien menée. C'est thérapeutique négatif et il n'y a pas d'indication à le prescrire. Voilà. Bon, en tout cas, on a une réponse claire. Et également, on parle surtout de certaines vitamines, dont la vitamine D. Est-ce qu'il y a un effet préventif de
cet apport? Alors la vitamine D, je pense que c'est une molécule qui est très très intéressante parce que on a réalisé récemment qu'on avait des récepteurs à la vitamine D dans tout l'organisme. Alors on parle beaucoup de vitamine D dans l'ostéoporose, on sait que ça fait vraiment partie intégrante du traitement, mais on sait aussi que ça fait du bien aux muscles, et notamment quand on vieillit, pour préserver des bons muscles, le fait de maintenir des taux de vitamine D élevés est fondamental. Alors, du coup, on a essayé d'extrapoler ça aux fonctions cognitives en se disant est-ce que ça marche aussi sur les fonctions cognitives, soit dans la maladie d'Alzheimer, soit même en dehors du cadre de la maladie d'Alzheimer. Il y a eu une revue de la littérature Cochrane qui a été publiée. C'est pareil, hein, il n'y a pas de preuve que le fait de prendre de la vitamine D va être bon pour la cognition. En revanche, on peut espérer des bénéfices non cognitifs de la vitamine D au cours du vieillissement. D'accord. Et également, alors on parle beaucoup du régime de type méditerranéen, donc déjà, Claire, qu'est-ce que le régime de type méditerranéen et est-ce qu'on a prouvé donc une efficacité préventive? Alors le régime de type méditerranéen, c'est les recommandations globales, manger 5 fruits et légumes par jour, privilégier les acides gras saturés, le poisson plutôt que la viande, et bien sûr pas de produits transformés, beaucoup de fruits et légumes. Le régime méditerranéen, dans les études épidémiologiques, il a montré son efficacité sur beaucoup de choses, sur la prise de poids, sur les facteurs de risque vasculaire, et donc indirectement sur l'atteinte des fonctions intellectuelles. Alors il y a beaucoup de confusion globalement, non seulement dans le domaine scientifique, mais pour la population générale, entre le mot démence et le mot Alzheimer. C'est-à-dire que le régime méditerranéen, il a montré les populations qui mangent ou qui se nourrissent selon la façon méditerranéenne ont moins de facteurs de risque vasculaire, moins d'accidents vasculaires et moins de démence. Mais dans ces démences, qui n'est plus un très joli mot et qui n'est plus utilisé, eh bien, il y a probablement une grande part de maladies vasculaires cérébrales. Donc, oui, il y a un effet protecteur en termes épidémiologiques. Hein, on voit très bien que les populations du Nord ont plus de surpoids, plus de cholestérol, ont plus d'accidents vasculaires que les populations du Sud, mais il n'y a peut-être pas que l'effet alimentaire, hein, il y a d'autres facteurs. Mais il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique, c'est-à-dire un essai thérapeutique, c'est mettre un groupe sous le régime méditerranéen, mettre un autre groupe sous un régime normal et comparer ce que ça donne au bout d'1 an ou 2 ans. Donc ça, il n'y a pas eu, on ne peut pas dire qu'il y a une efficacité thérapeutique. Mais de toute façon, il est recommandé de bien manger. Tout à fait. Et justement, donc vous parliez du poisson, on sait que donc c'est une source aussi d'oméga 3. La Fondation Wacke-Alzheimer a financé en 2010 un projet de Cecilia Salmieri qui montrait qu'une supplémentation en un acide, en un oméga 3 particulier, en fait, était associée à une atrophie moins importante d'une région cérébrale importante qui est l'amygdale chez les sujets âgés. Ça c'était assez intéressant parce que ça montrait quand même qu'il y avait un effet sur le cerveau. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cet ajout d'oméga 3, Mathieu? Alors là aussi hein, c'est un sujet qui est devenu très à la mode au cours des dernières années. C'est une piste thérapeutique qui a été largement explorée chez l'animal. On a eu l'an dernier les résultats d'une grande étude conduite dans le sud de la France qui s'appelle l'étude MAPT, qui montrait que de façon générale, les oméga 3 pris au cours du vieillissement n'avaient pas d'effet protecteur net sur les fonctions cognitives. On ne parle pas de maladie d'Alzheimer spécifiquement, mais en tout cas, il n'y avait pas d'effet direct. Cependant, quand on creuse les résultats d'études, on s'aperçoit que peut-être que certains sujets, ceux qui manquent le plus d'oméga 3, pour rester assez simple, pourraient bénéficier d'une supplémentation en oméga 3. Là aussi, je pense qu'on n'est pas arrivé à des conclusions totalement définitives, mais actuellement, il n'y a pas de recommandation pour prendre des oméga 3 dans l'optique d'une prévention du déclin cognitif. C'est très clair, c'est sûr.
On a également des questions sur l'apport de la citrulline. Alors la citrulline, c'est un nutriment antioxydant qui est souvent actuellement donné chez les personnes âgées qui sont dénutries ou qui souffrent de sarcopénie. Et en 2013, la Fondation a financé un projet mené par le docteur Alain Camp qui a montré en fait un apport de la citrulline, alors dans des modèles animaux expérimentaux de la maladie d'Alzheimer, provoquait en fait une diminution de la protéine bêta-amyloïde toxique de la maladie d'Alzheimer. Donc c'était des résultats fort intéressants, certes au niveau des animaux, mais est-ce qu'on a plus de résultats, Claire, sur... Mathieu, pardon, peut-être, comme vous voulez, sur la citrulline? Sur le plan humain, je vais laisser répondre Mathieu. Oui, alors c'est vrai que j'ai vu que la citrulline était disons, une piste à explorer pour la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de fonction et de volume musculaire associé au vieillissement. Il y a eu des résultats très intéressants chez l'animal, des résultats qui n'ont pas été totalement confirmés chez l'homme, si mes souvenirs sont exacts. Sur la cognition, on peut dire que l'effet anti-inflammatoire pourrait être bénéfique, mais je crois qu'on n'a pas de preuves suffisantes pour pouvoir aller plus loin aujourd'hui. En fait, là, on va en parler un petit peu avec la caféine après, mais on rejoint la problématique qu'on a dans la maladie d'Alzheimer, où tous les traitements, absolument tous les traitements fonctionnent chez la souris, et pour l'instant, on n'a pas eu de véritable efficacité chez l'homme. Donc, c'est toujours très encourageant et très médiatisé quand on a des résultats chez la souris, mais la souris n'a pas une maladie d'Alzheimer naturellement, celles qui sont produites pour la recherche, et deux, probablement que la souris est plus résistante que nous et il y a beaucoup plus de facultés de réparation que nous. Donc on peut rebondir sur la caféine. La caféine, il y a 2 points. Il y a cette étude qui a été financée par la Fondation Vaincre Alzheimer de David Bloom, qui a montré une efficacité chez une souris qui n'est pas une souris à proprement parler de maladie d'Alzheimer, mais qui est un modèle qui contient une des 2 protéines de la maladie d'Alzheimer. Donc les résultats sont encourageants, il y a une amélioration de la mémoire, une diminution de la neuroinflammation. Dans les études épidémiologiques, c'est discuté. Certains disent que la consommation de café prévient ou ralentit ou retarde l'altération cognitive, mais là encore, aucun essai thérapeutique ne l'a montré. Donc, ce qui est assez homogène pour toutes les questions qu'on vient d'évoquer, c'est que ça fonctionne très bien chez la souris. Dans les études épidémiologiques, ça semble sortir, mais pour l'instant, soit les essais thérapeutiques ne sont pas faits, soit ils ont conduit à un résultat négatif. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est très important, vraiment, d'essayer de mettre au point des essais thérapeutiques, même de prévention sur l'homme. C'est le seul moyen, vraiment, de démontrer une efficacité d'une molécule ou d'un produit. Et donc, justement, on va parler justement de ces recherches émergentes qui pourraient s'incorporer dans un essai de prévention pour ralentir ou prévenir le développement de la maladie. On parle beaucoup, Mathieu, du régime cétogène. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ce régime? Alors, le régime cétogène, en quelques mots, donc c'est un régime qui est très pauvre en glucides. Pour faire simple, une alimentation équilibrée telle qu'elle est recommandée pour tout le monde, c'est à peu près 50% de glucides par jour. Dans le régime cétogène, on vise moins de 10%, voire dans certains cas, moins de 5% de glucides. Alors le problème, c'est qu'il faut bien se fournir en substrat énergétique. Donc pour avoir de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On mange plus de lipides, plus de gras, et on mange plus de protéines. Alors ensuite, le régime cétogène a été décliné de différentes façons, mais ce principe reste vraiment le socle du régime cétogène. Pourquoi est-ce que le régime cétogène peut être important dans l'optique d'une intervention nutritionnelle efficace dans la prévention du déclin cognitif? Bien parce qu'en fait, on sait que le sucre, notamment dans le diabète, peut être toxique pour le cerveau et c'est en même temps le substrat énergétique principal du cerveau. Le cerveau adore le sucre. Et quand on prive le cerveau de sucre, le cerveau va utiliser d'autres sources énergétiques. Alors ces sources énergétiques, qu'est-ce que ça va être? Et ça va être les corps cétoniques, qui sont la conséquence de l'oxydation des acides gras.
Et ces corps cétoniques, en fait, on s'aperçoit qu'ils peuvent tout à fait permettre au cerveau de fonctionner de façon cohérente. Maintenant, il y a une autre chose qui est assez intéressante, je pense qu'il faut développer un petit peu, c'est le fait que le régime cétogène a déjà été envisagé comme traitement dans des maladies neurologiques, notamment l'épilepsie. Alors, un certain nombre de maladies épileptiques génétiques de l'enfant, mais aussi l'épilepsie de l'adulte. Et en fait, dans ce domaine, le régime est considéré comme un traitement à part entière, soit seul, soit en complément de traitement médicamenteux. Mais, et puis ça fait plusieurs années qu'il est étudié. Dans la perspective d'une prévention du déclin cognitif, il y a eu beaucoup d'études au cours des dernières années chez l'animal, chez la souris, chez le rat, chez le chien, et puis quelques petits essais thérapeutiques chez l'homme qui donnent des résultats qui sont controversés, mais je pense que ça représente un réel espoir thérapeutique et que ça vaut le coup de chercher, de creuser, d'aller plus loin dans ce domaine. Donc le régime cétogène, comment ça se passe en pratique? On change brutalement sa façon de s'alimenter et en quelques jours, le corps, le métabolisme s'adapte complètement. On diminue, on épuise ses réserves en sucre, stockées dans le foie, dans les muscles. On utilise donc un autre substrat énergétique qui vient de l'oxydation des acides gras. Et puis, on baisse son taux d'insuline plasmatique. On sait que justement l'augmentation du taux d'insuline est peut-être responsable de dommages dans le cerveau. Donc voilà, on a un certain nombre d'arguments scientifiques qui nous permettent de penser que ce régime cétogène peut être efficace dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Encore faut-il le démontrer scientifiquement, encore faut-il faire les essais dont on parlait juste avant. Mais je pense que le sujet n'est pas revenu sur le devant de la scène par hasard et la question reste vraiment brûlante. Et alors, de façon synthétique, je pense qu'il y a un point d'intérêt, c'est qu'il a déjà été efficace dans une maladie neurologique. Et il y a un point d'attention, il ne faut pas faire le régime cétogène à la sauvage, si je puis m'exprimer. C'est un régime difficile, c'est un régime qui peut conduire à une dénutrition, qui peut avoir des effets secondaires, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose d'encadré, et l'idéal, c'est de le faire, s'il y a un essai thérapeutique qui propose un régime cétogène, c'est de le faire dans le cadre de cet essai thérapeutique, puisque pour l'instant, il n'y a aucune indication à suivre le régime cétogène dans la maladie d'Alzheimer, et qu'il faut le prouver avant de... Et quand on dit donc de baisser les glucides, c'est sucre rapide, sucre lent, c'est tout. C'est tous les sucres. D'accord. Exactement. Mais je rebondis sur ce que dit le professeur Paquet, qui me paraît fondamental. On sait que la dénutrition, c'est vraiment un enjeu essentiel dans la maladie d'Alzheimer. Les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais sont très souvent à risque nutritionnel. Et que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, on sait que le régime cétogène a tendance à entraîner une diminution de la consommation calorique et une perte de poids. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui rester très prudent sur des bénéfices qui demeurent pour l'instant incertains, même s'il y a un intérêt scientifique à explorer, et puis des risques qui sont bien réels si le régime n'est pas encadré de manière... Donc ne vous lancez pas comme ça tout seul sur un régime cétogène, mais en tout cas c'est très intéressant de voir que la recherche va s'intéresser à ce régime et à des effets dans la maladie d'Alzheimer. On a vraiment hâte de voir s'il y a des essais qui vont commencer, et dans ces cas-là vous serez les premiers informés, puisque nous, en tant que fondation, on vous informera évidemment sur s'il y a des possibles participations de personnes à entrer dans un essai. Et alors justement, ce genre d'essai de prévention doit être dur à mettre en place, parce qu'on est en face d'une maladie qui est multifactorielle et qui se développe sur plus d'une dizaine d'années avant la manifestation des symptômes. Donc comment mettre ça en place? Est-ce qu'on va viser des personnes âgées, à haut risque, ayant déjà des déficits cognitifs Si on veut parler de prévention, en fait, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire avant que les symptômes n'apparaissent et idéalement avant que les lésions dans le cerveau n'apparaissent.
et la prévention secondaire après que les symptômes soient apparus ou après que les lésions dans le cerveau soient apparues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lésions dans le cerveau, donc le dépôt des protéines anormales dans le cerveau, apparaissent 10 à 15 ans avant les premiers symptômes. Donc imaginez qu'on puisse faire une prévention primaire 10 à 15 ans avant les symptômes, ça paraît difficilement réalisable, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut se positionner en termes de prévention secondaire pour voir si ça ralentit l'évolution et l'aggravation des symptômes. Et il est clair que ce ne sont pas des traitements ou des interventions comme un traitement antibiotique de 8 jours. Hein. Ça va être comme les régimes. Ce sont des régimes sur le très long terme et on ne connaît pas les conséquences de ces régimes sur le très long terme. Donc oui, c'est difficile de mettre en place des essais de prévention. C'est très long. On y vient. Et il faut vraiment retenir que ce qui est recommandé actuellement en termes d'alimentation, c'est de s'alimenter normalement. C'est important. Alors, on a parlé de toutes ces recherches en cours et émergentes. On va revenir un peu justement aux problèmes quotidiens des malades d'Alzheimer qui donc ont des problèmes de nutrition. Claire, quand est-ce que apparaissent ces problèmes de nutrition? À quel stade et quels en sont les signes? En fait, les problèmes de nutrition, dans l'idée générale, on a l'impression que ça apparaît tardivement. Et très souvent, lors d'une première consultation sur un sujet, chez quelqu'un qui a des troubles débutants, on se rend compte qu'il a déjà perdu du poids. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes, donc ces troubles de l'alimentation et de dénutrition peuvent apparaître à tous les stades. Et on révèle différents mécanismes, soit la personne est seule le midi par exemple, ou complètement seule, oublie de manger. Les patients ont souvent une perte de sensation de faim, donc ça ne leur vient pas à l'idée de manger dans la journée. Il y a aussi une diminution de l'odorat et du goût, ce qui fait qu'on a moins d'appétence pour manger, donc tout ça couplé fait qu'on diminue notre apport calorique et les patients maigrissent assez tôt, perdent du poids. Alors, pas forcément de façon très très significative, mais quand on pose la question systématiquement lors d'une première consultation, je dirais que dans 50% des cas, on retrouve une perte de poids. Donc, c'est à tous les stades que ça peut arriver, que ça peut survenir. Et bien sûr, c'est plus préoccupant, comme le disait Mathieu, à des stades avancés, quand le patient est plus dépendant, donc moins autonome et plus fragile. Mais j'ajouterais quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est que cette problématique de la dénutrition, surtout chez les personnes âgées, elle est parfois pas prise suffisamment au sérieux, c'est-à-dire que quand quelqu'un perd 1 ou 2 kilos, on a tendance à soit pas le voir, soit à le banaliser, mais on ne tire pas le signal d'alarme. Or, comme vient de le dire Claire Paquet, moi ça me paraît très important de s'attacher très très tôt dans la maladie à estimer une diminution des apports alimentaires, une perte de poids même si elle est assez mince, pour pouvoir agir très tôt et pour pouvoir prévenir les conséquences de la dénutrition. Et je pense que c'est très important chez le sujet âgé, mais nous on voit des sujets plus jeunes et j'ai l'impression que la situation est pire parce qu'ils trouvent ça bien d'avoir perdu quelques kilos. Voilà, alors que c'est vraiment un signe d'alarme quand même. Oui, tout à fait. C'est important. Et du coup, quelles en sont les conséquences de cette malnutrition? Est-ce qu'on a même des problèmes sur une augmentation des troubles cognitifs? Est-ce qu'on a des choses qui peuvent aller assez loin? Alors là, on a beaucoup de réponses qui nous sont apportées par les publications scientifiques. On sait que la dénutrition, c'est un facteur de risque de chute, c'est un facteur de risque d'hospitalisation, c'est un facteur de risque de mortalité, c'est un facteur de risque d'infection et c'est aussi un facteur de risque d'aggravation plus rapide du déclin cognitif. Mais probablement parce que c'est la conséquence d'autres phénomènes. Mais disons que cette dénutrition, si on la laisse s'installer, alors il y a tout un tas de conséquences dramatiques qui peuvent s'installer. Alors la bonne nouvelle, c'est que on peut agir sur la dénutrition, on peut agir grâce à des interventions simples d'enrichissement des repas, mais on peut agir aussi en prescrivant des compléments nutritionnels qui sont spécifiquement étudiés pour apporter dans un petit volume le bon nombre de protéines, le bon nombre de calories.
aussi envisager une stratégie un peu plus globale en favorisant l'accès à la nourriture chez des personnes qui ont soit des difficultés à se préparer des repas, soit qui sont isolées. Ça peut être des services de portage des repas qui sont organisés par les mairies, mais ça peut être aussi des sociétés qui préparent des plats qui plaisent aux patients, c'est très important. Et chez les sujets plus jeunes et plus débutants, il y a un lien très net entre la perte de poids et l'aggravation. Ah oui, là on le sent vraiment. Même il y a eu des publications scientifiques qui ont montré que même pour les MCI, sur des études épidémiologiques, il y avait une perte de poids avant les troubles cognitifs. Et quand il y a un palier d'aggravation, le patient, alors on ne sait pas trop le lien qui entraîne quoi, le patient peut perdre du poids avant de s'aggraver ou s'aggrave sur le plan cognitif puis perd du poids. Mais il y a vraiment un lien très étroit entre le poids et les fonctions intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre 10 kilos pour récupérer. C'est ça, c'est pas de l'autre côté. Donc la recommandation, c'est de garder un poids stable avec une alimentation normale. Et alors du coup, vous disiez les signaux d'alerte, c'est même 1 ou 2 kilos de perdu chez des personnes âgées ou déjà des malades d'Alzheimer. Déjà, comment on les repère? Est-ce qu'il faut donc aller régulièrement les faire peser et puis alors c'est vrai que souvent ils sont seuls ou comment vérifier qu'ils ont bien pris leur repas? C'est vrai qu'au quotidien c'est compliqué. Hein. Il y a des outils qui existent, il y a des outils, mais aussi des mesures de bon sens. Je pense qu'une des premières mesures de bon sens, c'est de suivre le poids régulièrement à chaque consultation de médecine générale, par exemple. Tenir des courbes de poids. Chez les enfants, ça paraît tout à fait naturel de le faire. Mais chez les seniors, c'est aussi une très bonne chose. Même chez les non-seniors. Même chez les non-seniors, absolument. Donc faire des courbes de poids, il existe un certain nombre d'outils de dépistage qui sont assez courts. Je pense au Mini Nutritional Assessment, version courte qui prend quelques minutes à faire. Je pense aussi qu'on peut observer les patients et regarder le désintérêt pour la nourriture. C'est des choses qui se voient précocement. Et ça peut motiver une consultation de dépistage des troubles nutritionnels. Après, il y a d'autres choses un petit peu plus compliquées, mais je pense qu'il faut rester très simple et plein de bon sens. Il faut repérer toutes les modifications de l'appétit, du volume d'aliments consommés et puis une petite perte de poids. D'accord. En tout cas, il faut surveiller le poids. Et chez les gens qui ont tendance à perdre du poids, moi je leur demande de surveiller leur poids 2 fois par mois. Tous les 15 jours et de faire au-dessus de la balance une petite courbe de poids. On donne des compléments alimentaires pour regagner le poids perdu, sauf s'il est vraiment très en surpoids ou quelqu'un on va accepter une perte de quelques kilos, sinon le cardiologue ne sera pas content. Il y a aussi ça, il y a aussi cette dualité d'information chez des sujets plus jeunes, qui sont peut-être un petit peu plus en surpoids que les sujets plus âgés. Le cardiologue dit qu'il faut maigrir, le neurologue dit non, maigrissez pas trop, ou en tout cas pas trop vite. Donc ça, c'est pas toujours facile à gérer. En tout cas, il faut surveiller le poids, ça me paraît effectivement la meilleure mesure. Ou voire parfois, à la première consultation, on est choqué de la taille des vêtements du patient. Et l'entourage n'avait pas forcément remarqué la perte de poids. En cas de dénutrition avérée, ce que les recommandations de la Haute Autorité de Santé disent, c'est qu'il faut surveiller le poids de façon hebdomadaire. Ah oui. Donc c'est vraiment une surveillance rigoureuse et ça c'est vraiment quand la dénutrition est authentifiée. Mais sinon, en effet, se peser de façon mensuelle. On voit beaucoup de personnes qui prennent leur pression artérielle tous les jours, ce qui n'est pas forcément utile à ce rythme-là. Se peser une fois par mois, ça ne devrait pas être si difficile que ça. Et justement, vous parliez de la HAS. Est-ce qu'il y a des parcours de soins pour les malades d'Alzheimer qui vraiment prennent en compte la nutrition? Alors, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de parcours de soins identifié. Il y a un parcours de soins et des recommandations HAS de 2014 qui recommandent de faire un screening ou une évaluation des fonctions intellectuelles chez les patients de plus de 70 ans en consultation, qu'il y ait une plainte cognitive ou pas. Donc l'effet, je dirais pervers, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est que plus les fonctions cognitives et intellectuelles sont atteintes et moins le patient se plaint. D'où l'importance d'aller tester des patients qui ne se plaignent pas forcément
de leur fonction intellectuelle. Et ce sont ces patients qui sont à risque, puisqu'ils considèrent que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, et qu'ils oublient au fur et à mesure, de toute façon. Donc oui, il y a ces recommandations-là, et ces recommandations vont nous permettre de mettre en place une prévention primaire ou secondaire en fonction de ce qu'on trouve au test. Si on parle de prévention secondaire, bien sûr, il faudra prévenir la dénutrition, l'amaigrissement. Et puis, on peut donner des recommandations un petit peu plus générales. Quand on a une maladie d'Alzheimer, il faut être très précautionneux sur, par exemple, l'anesthésie générale. Donc, si on peut faire une anesthésie loco-régionale, donc loco-régionale, ça veut dire pour une prothèse de hanche ou de genou, on n'endort que le bas du corps et pas le cerveau. Eh bien, c'est mieux pour le cerveau quand le patient présente des troubles de la mémoire d'une manière générale. Donc, il n'y a pas de connaissance de parcours de soins nutritionnels. En tout cas, je ne connais probablement pas toutes les recommandations HAS, mais de façon évidente et mise en place en pratique courante, non. Et c'est vrai que dans des stades avancés, on le voit, c'est vrai dans les institutions, ils ont besoin d'aide pour manger. Alors, on a vu qu'il y avait ce qu'on appelait le manger-main. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que le fait qu'on essaye de faire manger la personne de façon un peu plus ludique, on a un effet Alors, je pense à une étude dont le résultat était vraiment très fort. On sait qu'un des plus grands facteurs de risque de mortalité en institution, c'est le fait que les résidents refusent le plateau du midi. Autrement dit, toutes les mesures qui permettent de faciliter les apports alimentaires, toutes les mesures où on va entourer la personne, lui proposer des aliments qui ont des textures, des goûts, des couleurs, des choses comme ça. C'est vraiment fondamental. Et trop souvent, on part dans des complications qui n'ont pas lieu d'être. Il faut être très basique, il faut proposer des choses qui plaisent. Même si le régime n'est pas très diversifié, alors je ne sais pas trop pour quelle raison, on s'attache énormément au fait de faire manger des choses très différentes tous les jours aux personnes qui sont institutionnalisées, par exemple. C'est pas forcément une mesure qui a du sens. Il vaut mieux manger des choses qui sont un peu plus similaires, un peu moins diversifiées, mais qui contiennent des protéines, qui contiennent des calories et surtout qui plaisent à la personne qui mange. Et il faut trouver la bonne façon de prendre du temps pour les repas, soit prendre des repas en groupe pour certains, soit prendre des repas tout seul. Voilà. Des mesures personnalisées pour chaque malade. Et quand le patient est encore à domicile, ce qui est la majorité, c'est 60% des patients sont chez eux, tout le monde n'est pas en institution, ou quand ils sont plus jeunes, ce qui est difficile pour l'alimentation, c'est que l'entourage souvent accepte mal que les couverts soient mal utilisés, qu'on n'utilise pas la fourchette pour manger mais la cuillère. Donc il faut savoir passer sur cet aspect-là, comme on le fait un petit peu avec nos enfants quand ils en mettent partout et qu'ils mangent mal. Et donc si le patient préfère manger avec une cuillère, il faut laisser manger avec une cuillère. Bon, bien sûr, quand on va au restaurant, c'est difficile de laisser manger avec les mains, mais en tout cas dans l'environnement familial, il ne faut pas être rigide sur le fait de lui imposer un système qui ne lui convient peut-être plus. C'est vraiment très intéressant. Écoutez, je pense qu'on a bien vu les différents champs sur la nutrition et le lien avec la maladie d'Alzheimer. Je vous invite à aller sur notre site web www.alzheimer.org, excusez-moi, où on a toutes les infos. Et n'hésitez pas à devenir fan de notre page Facebook pour pouvoir suivre librement et gratuitement tous nos prochains lives Facebook. Donc merci beaucoup à nos invités d'être là, d'avoir été là. Et on vous dit au mois prochain. À bientôt, au revoir. Au revoir.